Repensez à 1994. Les États-Unis accueillaient une Coupe du Monde pour la toute première fois, et d'une façon ou d'une autre, un pays qui avait toujours regardé le football de loin en est tombé éperdument amoureux. Des stades qui n'avaient jamais été conçus pour ce sport étaient pleins à craquer. Le Brésil avait tout remporté au tir au but lors d'une finale disputée sous le soleil brûlant de Californie. Et les billets, même pour les plus grands matchs, restèrent à la portée d'une famille ordinaire. 25 $, 50 $, 400 $ au grand maximum pour la meilleure place du stade. C'était il y a 32 ans. Et cette semaine, quelque chose s'est produit qu'aucune Coupe du Monde n'avait jamais déclenché auparavant. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey, parmi les plus hauts responsables de la protection des consommateurs du pays, ont adressé des citations à comparaître officielles à la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, au sujet de ses pratiques de billetterie pour la Coupe du Monde 2026. La procureure générale de New York, Letitia James, et celle du New Jersey, Jennifer Davenport, ont employé des termes comme rareté artificielle, confusion et tarifs exorbitants. Elles ont affirmé que des supporters avaient été induits en erreur sur les places mêmes qu'ils avaient achetées. La Californie avait déjà demandé des informations à la FIFA plusieurs semaines auparavant. Et de l'autre côté de l'Atlantique, une plainte formelle déposée auprès de la Commission européenne par Football Supporters Europe et l'association de consommateurs Euroconsumers attendait à Bruxelles depuis mars, accusant la FIFA d'abuser de sa position monopolistique sur la vente de billets. 2 continents, plusieurs juridictions, des millions de supporters, 13 jours avant le début du tournoi. Voici l'histoire de la façon dont la Coupe du Monde 2026 en est arrivée là, et ce que cela signifie pour le jeu que nous regardons depuis toujours. Commençons par les chiffres, car les chiffres racontent leur propre histoire. Lorsque le Qatar a accueilli la Coupe du Monde 2022, un supporter pouvait acheter le billet le moins cher pour la finale aux alentours de 450 $. Cher, certes, mais abordable pour les plus fervents. Pour 2026, cette même catégorie de billets pour la finale débute à 4 185 $, 7 fois le prix, sans tenir compte de l'inflation, sans tenir compte de la distance, sans considérer quoi que ce soit d'autre. Simplement 7 fois plus cher qu'il y a 4 ans. Pour le parcours complet, suivre son équipe de la phase de groupe jusqu'à la finale, Football Supporters Europe a calculé qu'un supporter aurait besoin d'un minimum de près de 7 000 $ rien qu'en billets. Et ce chiffre ne comprend ni les vols, ni les hôtels, ni la nourriture, ni le coût bien réel des déplacements entre les villes hôtes réparties dans un pays grand comme un continent. La réponse de la FIFA à toutes ces critiques se résume en 2 mots, tarification dynamique. C'est le même système qu'utilisent les compagnies aériennes et les hôtels, où les prix montent et descendent en temps réel en fonction de la demande. Quand cela joue en votre faveur, vous faites une bonne affaire. Quand ce n'est pas le cas, vous vous retrouvez face à un billet à 1 000 $ pour un match de phase de groupe opposant 2 équipes que vous n'avez jamais vues à une Coupe du Monde. Entre octobre 2025 et avril 2026, avant même que la plupart des supporters aient pu organiser leur voyage, la FIFA a augmenté les prix sur plus de 90 des 104 matchs du tournoi. Les 3 principales catégories de billets ont connu une hausse moyenne de 34% sur cette seule période. À mesure que le tournoi approchait, les prix ne baissaient pas. Ils grimpaient. Puis est survenu le problème des emplacements de sièges qui semble avoir été la goutte d'eau ayant poussé les autorités de New York et du New Jersey à engager des poursuites judiciaires formelles. Des supporters ayant acheté des billets dans une section précise du MetLife Stadium, l'enceinte d'East Rutherford dans le New Jersey, qui accueillera 8 matchs dont la finale, ont découvert après coup que la FIFA avait discrètement ajouté de nouvelles zones de billetterie après la finalisation de leurs achats. Résultat, certains acheteurs se sont retrouvés avec des places moins bien situées que ce qu'on leur avait initialement laissé croire. Le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de New York a qualifié cette pratique de manifestement trompeuse. Le communiqué conjoint des 2 procureurs générales était direct et sans détour. Elles ont déclaré que la FIFA avait transformé l'achat d'un billet pour la Coupe du Monde en un véritable parcours du combattant, fait de confusion, de rareté artificielle et de tarifs inaccessibles. Elles ont ajouté que les New-Yorkais attendaient voir la Coupe du Monde depuis des années, que personne ne devrait être manipulé pour payer des prix exorbitants, et que les supporters devraient pouvoir faire confiance au fait que les billets qu'ils achètent correspondent bien aux places qu'ils reçoivent. La FIFA a refusé de commenter l'enquête, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La position de la FIFA tout au long de cette affaire a été d'invoquer une demande exceptionnelle,
et il y a une part de vérité dans cet argument. En janvier, l'organisation a annoncé avoir reçu 500 millions de demandes de billets lors d'une seule fenêtre d'inscription de 33 jours. 500 millions. C'est un chiffre véritablement vertigineux, le genre de données qu'on répète en conférence de presse pour frapper les esprits. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié le tournoi 2026 de plus attendu de l'histoire. Il a constamment invoqué la demande pour justifier l'ensemble de la politique tarifaire. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans les mois suivant ces annonces. Le marché de la revente, généralement le signal le plus fiable de l'appétit réel du public pour un grand événement, s'est essoufflé d'une façon qui complique sérieusement ce récit. Selon les données de Ticket Club, le prix médian des annonces en phase de groupe a chuté de 28% entre février et mai, passant d'une moyenne légèrement supérieure à 1 200 $ à un peu moins de 1 000 $. Les prix d'entrée ont également baissé. Le tour de 32 équipes a reculé de 25% sur la même période. Et puis, il y a les extrêmes, deux données aux antipodes l'une de l'autre qui, ensemble, en disent long sur l'ensemble de la situation. Sur la propre plateforme officielle de revente de la FIFA, des billets pour la finale au MetLife Stadium ont été mis en vente à des prix allant d'environ 9 000 $ jusqu'à près de 11,5 millions de dollars. Ce n'est pas une erreur. 11,5 millions de dollars pour une seule place à un match de football. L'annonce est réelle. Que quelqu'un paie effectivement ce prix est une toute autre question. Mais le seul fait que ce chiffre existe sur une plateforme opérée par la FIFA dit quelque chose sur l'atmosphère qui s'est construite autour de la billetterie de ce tournoi. Et puis, il y a l'autre extrême. Un billet pour le match de phase de groupe entre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite à Houston s'est vendu sur le marché de la revente pour l'équivalent de moins de 7 $. Les frais ont porté le total à environ 8 $. Le prix facial initial avait été affiché à près de 140 $. Ce billet à 7 $ pour la Coupe du Monde qui a fait le tour des réseaux sociaux au même moment exactement où des places à 11 millions de dollars pour la finale trônant sur la propre plateforme de la FIFA, dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'écart entre ce que la FIFA avait promis et ce qu'elle a réellement livré. Il vaut la peine de prendre un peu de recul et de se poser une question que tout passionné de football de longue date se poserait naturellement. La FIFA a-t-elle déjà fait face à quelque chose de semblable auparavant ? La réponse honnête est non. Pas à cette échelle et pas avec ce niveau de conséquences juridiques. Les Coupes du Monde précédentes ont toujours suscité un certain niveau de plainte concernant les prix et l'accessibilité. L'édition 2022 au Qatar avait été largement critiquée pour ses coûts, pour la logistique d'un petit pays aux infrastructures limitées tentant d'accueillir des millions de visiteurs et pour les questions bien plus larges sur la façon dont ce pays avait obtenu l'organisation du tournoi. Mais il n'y avait pas eu de citation à comparaître, pas de procureurs généraux, pas de procédure formelle devant la Commission européenne. Ce qui est différent avec 2026, c'est la conjonction de plusieurs facteurs simultanés. La tarification dynamique appliquée pour la toute première fois à un événement sportif d'une telle envergure. Un pays hôte doté d'un système juridique très développé et d'agences de protection des consommateurs actives et bien dotées, prêtes à exercer leurs prérogatives. Des associations de supporters en Europe suffisamment organisées pour déposer une plainte de 18 pages fondée sur le droit de la concurrence. Et un tournoi dont les prix dépassent tellement toute norme historique que l'écart ne peut tout simplement pas s'expliquer par la seule loi de l'offre et de la demande. Les propres documents de candidature de la FIFA projetaient un prix moyen de billets d'environ 1 400 $. Ce chiffre a été largement dépassé. La plainte européenne mérite qu'on s'y attarde un instant. Football Supporters Europe et Euroconsumers n'ont pas simplement exprimé une plainte. Ils ont identifié 6 domaines précis dans lesquels ils estiment que la FIFA a abusé de sa position dominante sur le marché. Ils ont cité la hausse de prix entre le billet le moins cher pour la finale au Qatar et celui pour la finale 2026, 7 fois le coût. Ils ont contesté la commission de 15% que la FIFA prélève sur sa propre plateforme de revente, ce qui signifie qu'un supporter revendant un billet à 800 $ via la plateforme de la FIFA verrait celle-ci encaisser 120 $ supplémentaires en plus du prix de vente initial sur un billet qu'elle avait déjà vendu une première fois. Ils ont exigé que la FIFA publie, au moins 48 heures avant l'ouverture de chaque fenêtre de vente, le nombre exact de billets restants dans chaque catégorie, ainsi que l'emplacement précis de ces places dans le stade. La Commission européenne a accusé réception de la plainte et a indiqué qu'elle examinerait le dossier. Cet examen est en cours, mais l'exposition juridique de la FIFA n'est plus seulement de l'ordre de la réputation. Elle est structurelle.
Le directeur exécutif de Football Supporters Europe l'a dit sans détour, la FIFA ne laisse aux supporters passionnés aucun vrai choix. Soit vous payez les prix exorbitants, soit vous passez à côté. Cette formulation exprime quelque chose de bien réel sur ce que signifie concrètement une position de monopole sur un événement sportif mondial. Qu'est-ce que tout cela représente pour ceux qui jouent véritablement au jeu ? Car cette dimension de l'histoire se perd parfois complètement dans les chiffres. Les footballeurs professionnels ne commandent généralement pas les prix des billets. Ce n'est pas leur monde. Leur monde, c'est la préparation, la tactique, la condition physique et la performance. Mais demandez à n'importe quel joueur qui a grandi dans un foyer où la Coupe du Monde était un événement partagé, quelque chose que vous regardiez en famille devant la télévision, dont vous parliez à l'école pendant des semaines, dont vous rêviez depuis que vous étiez en âge de taper dans un ballon, et ils vous diront tous la même chose. Le tournoi signifie bien plus que le football lui-même. Il relie les générations, il relie les communautés. Et le fait d'y avoir accès sous une forme ou une autre, le sentiment qu'il appartient aux gens ordinaires, est en partie ce qui lui confère une puissance qu'aucun autre événement sportif au monde ne peut tout à fait égaler. Quand les associations de supporters parlent de trahison, c'est cette tradition-là qu'ils défendent. Non pas l'idée que les billets devraient en être bon marché pour le principe, mais l'idée qu'une Coupe du Monde devrait donner le sentiment, à quelque niveau que ce soit, d'appartenir aux gens qui ont grandi avec ce jeu. Pas exclusivement à l'univers de l'hospitalité d'entreprise, pas seulement à ceux qui peuvent se permettre de dépenser plusieurs milliers de dollars avant même d'avoir réservé un vol. Andy Bass, membre du conseil d'administration d'une association de supporters basée à Londres, l'a dit clairement, très peu de gens en dehors des supporters les plus engagés envisagent même d'y assister. Cette phrase, prononcée par quelqu'un dont le travail consiste précisément à aider les supporters à suivre le football à travers le monde, a un poids réel. Il y a aussi la question de l'atmosphère. Demandez à quiconque a réellement assisté à une Coupe du Monde ce dont il se souvient le plus, et c'est rarement un but ou un résultat en particulier. C'est la couleur, le bruit. Ce mélange de gens venus des quatre coins du monde entassés dans le même espace, chantant dans des langues que vous ne comprenez pas, mais dont vous saisissez parfaitement le sens de chaque mot. Cette atmosphère est créée par des supporters qui ont voyagé avec un budget serré, qui ont économisé pendant des années, qui portaient le maillot de leur pays dès qu'ils avaient quitté leur domicile. Si ces supporters n'ont pas les moyens d'être là, quelque chose change à l'intérieur de ces 11 stades. C'est subtil, mais c'est réel, et on le ressent, même en regardant depuis des milliers de kilomètres à la télévision. Alors, où tout cela nous mène-t-il concrètement ? Que peut-il se passer d'ici le 19 juillet ? La réponse honnête, c'est que les procédures judiciaires elles-mêmes ne changeront probablement rien à ce tournoi en particulier. Une enquête menée par 2 procureurs généraux d'État prendra du temps. La plainte auprès de la Commission européenne prendra considérablement plus longtemps encore. Aucune des deux ne va aboutir à ce que la FIFA soit contrainte de baisser ses prix avant que le coup de sifflet final retentisse à East Rutherford. Le tournoi aura lieu. Les matchs seront joués. Et sur le plan financier, 2026 s'annonce comme la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire, et de loin. Mais certaines choses pourraient encore évoluer. La FIFA a montré une certaine réactivité en début d'année en introduisant une catégorie de billets supporters à $60, distribués via les associations nationales après le tollé déclenché en décembre. Les critiques ont fait remarquer que cette catégorie représentait moins d'1% de la capacité totale du stade par équipe. Un geste significatif qui n'a touché qu'une infime fraction des gens qui en avaient réellement besoin. New York a de son côté annoncé une petite loterie proposant 1000 billets à tarif réduit à $50 chacun pour les résidents de la ville, transport en commun inclus. C'étaient de véritables avancées, mais des avancées qui n'ont fait qu'effleurer le problème. Ce que les enquêtes accomplissent désormais est quelque chose de plus durable. Elles créent un dossier officiel. Elles établissent une documentation formelle de ce qui a été promis face à ce qui a réellement été livré. Elles mettent la FIFA en demeure, par écrit avec le poids de la loi derrière, que ces pratiques sont examinées au regard du droit de la protection des consommateurs, et pas seulement jugées dans le tribunal de l'opinion publique. Toute future candidature à la Coupe du Monde, toute future structure tarifaire, toute future application de la tarification dynamique à un tournoi mondial devra désormais tenir compte du précédent, en train d'être établi dans les bureaux de Laetitia James et Jennifer Davenport, dans les agences de protection des consommateurs de Californie et dans les bâtiments de la Commission à Bruxelles. La question plus profonde, et elle mérite qu'on s'y attarde vraiment, est de savoir quel type de tournoi cela donnera à l'intérieur des stades eux-mêmes.
Le ralentissement du marché de la revente laisse entendre que certaines places pourraient se révéler plus difficiles à remplir que les chiffres de demande annoncés en grande pompe ne le suggéraient. Si des tribunes se retrouvent visiblement vides lors des matchs de phase de groupe, cela se verra. Sur une retransmission télévisée mondiale regardée par des milliards de personnes, un stade à moitié vide parle de lui-même. C'est une histoire qui se raconte sans le moindre commentaire. Le succès commercial de la FIFA en 2026 ne fait pas de doute. L'organisation est en passe de générer environ 13 milliards de dollars de recettes. Les contrats de droits télévisés produiront des chiffres extraordinaires. L'envergure de l'événement, réparti sur 16 villes dans 3 pays différents, est véritablement sans précédent historique. Les infrastructures et l'ambition sont bien réelles, mais la Coupe du Monde a toujours été autre chose, parallèlement à tout ce commerce. Elle a toujours été un rappel que le football, dans son essence, appartient à ceux qui ont grandi avec lui, qui l'ont appris dans la rue, qui l'ont regardé à travers des signaux télévisés crachotant à l'autre bout du monde, qui ressentent encore quelque chose se transformer en eux à l'ouverture de la cérémonie d'inauguration, quel que soit leur âge, quel que soit le nombre de tournois qu'ils ont vécus. La question qui se pose en ce moment, dans les prétoires, dans les bureaux des commissions, sur les forums de supporters, dans les sections de commentaires, est de savoir si la FIFA a franchi une ligne rouge dans la façon dont elle a abordé la billetterie pour 2026. Il y a un argument sérieux selon lequel l'organisation avait la demande pour justifier ses prix, que le marché a fonctionné plus ou moins comme prévu et que la Coupe du Monde sera encore extraordinaire malgré tout cela. Et il y a un argument tout aussi sérieux selon lequel quelque chose de réel a été brisé dans la relation entre la FIFA et les supporters qui ont toujours constitué le socle de ce tournoi, ceux qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Ces deux arguments ont un poids genuin. Les deux peuvent être vrais en même temps. Et cette tension entre le succès commercial extraordinaire et le sentiment que quelque chose d'essentiel s'est perdu dans la transaction est peut-être la description la plus honnête de là où nous en sommes réellement aujourd'hui. Dans 13 jours, quand le football commence. Et quand il commencera, une grande partie de ce bruit s'estompera en arrière-plan. Les matchs seront joués. Des buts seront marqués. Il y aura des moments que personne n'oubliera. Quelqu'un fera quelque chose sur un terrain à Los Angeles, au New Jersey ou à Mexico qui vous rappellera exactement pourquoi vous regardez ce sport depuis toute votre vie. Le tournoi livrera ce que le tournoi livre toujours. Ça, ce n'est pas vraiment en question. Mais la conversation qui a débuté cette semaine dans les prétoires, dans les bureaux des commissions et sur les forums de supporters à travers 2 continents ne va pas s'évaporer au coup de sifflet initial. Elle va façonner la façon dont la prochaine Coupe du Monde sera organisée, comment les billets seront vendus, quelles informations devront être communiquées, quels cadres juridiques s'appliqueront à une instance dirigeante mondiale opérant sur le sol américain. Et en fin de compte, si les personnes qui dirigent ce sport décideront que les supporters qui l'aiment le plus, ceux qui ont tout construit ce que la FIFA vend, méritent d'être traités avec quelque chose de plus qu'une structure de tarification dynamique à plusieurs niveaux. 2026 est déjà un tournoi comme nul autre avant qu'un seul ballon ait été botté. Ce qu'il deviendra après le coup de sifflet final est l'histoire encore en train de s'écrire.